Voilà, 45, on va commencer. Donc, bonsoir à toutes et tous, merci d'être là. Donc, c'est le 5e cours de la série, et cette fois, après avoir parlé des composants fondamentaux des météorites, matrices, CAI, Condre, on va s'attaquer à la formation des planétésimaux et de leur évolution thermique. Et ce cours est focalisé sur les contraintes que les météorites nous fournissent, bien sûr, et on parlera plus des aspects théoriques, comment on comprend la formation des planétésimaux en comparant avec les contraintes météoritiques dans les cours numéro 7, je pense. Donc, on avait vu, en parlant des CAI, que les CAI nous témoignent qu'à l'origine du système solaire, quand les CAI, les premiers grains, étaient condensés dans les disques, quand les disques étaient encore très chauds, il y avait une certaine quantité d'aluminium 26. C'est révélé du fait que si on prend des CAI qui ont différents rapports entre l'aluminium 27, qui est un isotope stable de l'aluminium, et les magnésium 24, ben, il y a un excès des magnésium 26, qui est le produit fils de l'aluminium 26, qui est radioactif, qui corrèle parfaitement avec l'abondance de l'aluminium 27. Et donc, ceci démontre qu'à l'origine, il y avait de l'aluminium 26 au prorata de l'aluminium 27 avec un certain rapport qui est 5,25 10 puissance moins 5. Donc, c'est la valeur canonique, c'est la valeur initiale de l'aluminium 26 dans les systèmes solaires. Mais l'aluminium 26 décroît avec une demi-vie de 700 000 ans. Évidemment, quand un atome décroît, il relâche de l'énergie. Donc, il décroît en devenant magnésium 26, et il relâche, ainsi faisant, une énergie de 3,12 mégaelectronvolts, ce qui n'est pas beaucoup, c'est 10-16 watts-heure. Donc voilà, je me suis amusé à faire un peu de maths pour se donner une idée avec des grandeurs qu'on connaît, les watts, donc, ou les kilowatts qu'on utilise pour chauffer son appartement. Donc un gramme de matière avec une composition solaire, donc une composition CI, contient une certaine quantité d'aluminium, et donc vu ces rapports, initialement, devait contenir 2,5 10 puissance 17 atomes d'aluminium 26. Mais vu la faible quantité d'énergie, bon, ça ne fait pas une énorme quantité d'énergie. Donc il faut en fait un cube de matière de 5 mètres de côté pour produire un watt initialement au début. Puis après, c'est évidemment, avec la décroissance de l'aluminium 26, cette production s'estompe. Mais au début, un cube de 5 mètres de côté produisait un watt. Ce n'est pas énorme. Évidemment, les planétésimaux sont beaucoup plus grands que 5 mètres des côtés, et donc cette énergie s'accumule au sein du planétésimal. En fait, donc, si un corps est petit, par exemple un grain de poussière, un tout petit planétésimal, ça existe, cette énergie déjà n'est pas beaucoup, elle est facilement perdue parce que l'objet est petit, et il reste un équilibre thermique avec les disques. Mais si un planétésimal est grand, plusieurs dizaines de kilomètres de taille, évidemment, il y a beaucoup de cubes de 5 mètres dedans, et donc la quantité d'énergie produite à l'intérieur de tout le corps est importante, et en plus, le corps a du mal à émettre cette énergie, la communiquer à l'extérieur et l'évacuer dans les disques. Donc, quand un objet macroscopique comme un planétésimal se forme, s'il se forme tôt, donc il y a encore beaucoup d'aluminium 26, l'énergie collectée par tous les atomes d'aluminium 26 ne peut pas être facilement évacuée, et donc seulement la surface du planétésimal refroidit, donc il faut communiquer cette énergie du centre, de l'intérieur de l'objet vers la surface avant de pouvoir l'évacuer, et donc les planétésimales chauffent. Donc on peut faire des modèles thermiques. Alors, je ne vais pas vous développer tout un modèle thermique, mais je vais vous montrer un peu quels sont les principes, qui finalement ne sont pas très compliqués. Donc, on considère que tous les objets sont sphériques, typique supposition en physique, et on divise l'objet en couches concentriques, avec donc chaque couche a un certain rayon AR du centre et a une épaisseur dr. Et après, l'équation qu'on considère est celle-ci. Bon, ça va être compliqué, mais en fait, c'est relativement facile. Donc, à gauche, vous avez les changements d'énergie. Les changements d'énergie est lié au changement par rapport au temps de la température, multiplié par la densité de la matière et sa capacité thermique. Le produit densité, capacité thermique, température étant une énergie.
Donc ça, c'est le changement de l'énergie d'une couche située à une distance r avec une épaisseur de r. Et ce changement d'énergie est lié à quoi? À l'énergie que cette couche communique avec les couches voisines, donc la couche interne ou la couche plus externe. Et cet échange d'énergie a lieu par conductivité et donc dépend du gradient radial de la température fois un coefficient K qui est la conductivité thermique. Et après, il y a un terme source, donc la quantité d'atomes radioactifs, par exemple, qui peuvent décroître dans l'unité de temps dans la couche considérée. Donc ça, c'est l'équation de base qui régit la structure interne, l'évolution thermique interne de l'objet, couche par couche. Donc à chaque rayon R, il y a une couche différente. Évidemment, il faut d'autres informations pour résoudre cette équation. Bon, déjà, la densité de l'objet sera égale à la densité du matériel qui compose l'objet si elle était compactée, mais en fait, les objets ont une certaine porosité. Et donc, la vraie densité de l'objet est la densité du matériel compacté fois 1 moins la fonction porosité qu'on appelle phi. Et pareillement, la conductivité est une fonction qui est la conductivité du matériel s'il était compacté, mais vu que le matériel n'est pas compact, il y a un effet de porosité qu'on décrit à travers une fonction qui dépend de la porosité qu'on doit calibrer, déterminer en laboratoire. Et ensuite, il faut, pour clôturer tout ça, une équation qui nous dit comment la porosité va évoluer. Donc la porosité va évoluer selon une fonction qui dépend de la porosité, et aussi, évidemment, la pression qui va compacter les pores et la température. Évidemment, là aussi, c'est une fonction qu'il faut établir, par exemple, par les biais d'expériences de laboratoire. Et vu qu'il y a une pression qui rentre en jeu, il faut une équation pour la pression, et ça, c'est juste la pression lithostatique due à la masse des couches du corps divisé par le gradient de pression par rapport à la distance, c'est juste la masse du corps jusqu'à cette distance-là, fois la densité divisée par r au carré, la distance à laquelle on est. Donc ce système d'équations, donc un système clos, permet en principe de résoudre cette équation. Évidemment, il faut la résoudre par des méthodes numériques, etc. Mais c'est quelque chose qui peut être fait de façon relativement aisée. Évidemment, il faut des conditions au bord, donc la surface, parce que le centre c'est un point, et donc comme condition au bord, pendant que les planétésimales se trouvent dans les disques, on suppose que la température de surface est la même température du disque, qui va dépendre d'où est le planétésimal. Mais après que le disque a disparu, il n'y a plus vraiment une notion de température ambiante, l'objet est dans les vides, et donc la condition au bord, c'est une condition de refroidissement. Donc la perte en énergie, c'est dû à la radiation des corps noirs qui dépend de la température de la surface à la puissance 4, donc selon la loi de Boltzmann. Donc, avec tous ces ingrédients, comme je disais, on peut développer un modèle d'évolution thermique qui se présente dans cette forme. Donc là, je n'ai pas voulu mettre des chiffres, juste des titres. Donc, ce diagramme montre la température en fonction du temps depuis la formation du planétésimal. Donc, le planétésimal se forme à ce moment-là et il a la température du disque au moment où il se forme. Et les différentes courbes montrent l'évolution de la température à différentes profondeurs. Cet objet, dans cet exemple, est un objet de 130 km de rayon. Et donc, ça, c'est l'évolution de la température au centre, 130 km de profondeur. Et ça, c'est l'évolution des températures à différentes profondeurs, 1 km, 2 km, 4 km, 8 km, etc. Et vous voyez que chaque couche se comporte de manière similaire. Au départ, on a la température du disque, la température monte, et parce qu'il y a ces éléments radioactifs qui continuent à produire de l'énergie, mais une fois que les éléments radioactifs meurent, il n'y en a plus, donc la quantité d'énergie libérée à l'intérieur du corps s'estompe, et donc à un moment donné, c'est plus l'énergie que le corps perd à travers sa surface que l'énergie qui est produite à son sein, à son intérieur, par la décroissance radioactive. Donc après avoir atteint un maximum, la température redescend, et si on attend un temps suffisamment long, les planétésimales vont acquérir à nouveau la température du disque. Alors la température maximale qui est atteinte dépend de la profondeur dans les planétésimales. Plus on est profond,
plus la température maximale est grande. Et aussi, il y a un délai. Vous voyez que les couches limites, faible profondeur, la température maximale est atteinte très vite. Et dès qu'on va plus profond, ben, on atteint la couche maximale, la température maximale plus tard. Et au centre, c'est là où on atteint la température maximale les plus tard possible. Alors, selon quand on forme l'objet, on a au départ plus ou moins d'aluminium 26. Et par exemple, si on forme un objet plus tôt, on aura davantage d'aluminium 26 parce qu'il n'a pas encore décru. Par exemple, si on faisait un planétésimal immédiatement quand le CAI se forme, on aurait 5, 10 puissance moins 5 atomes d'aluminium 26 par atome d'aluminium 27. Et donc, ça veut dire que le réchauffement serait plus rapide et serait aussi plus grand. Donc, par exemple, au centre, la température monterait à des valeurs plus élevées que si je forme mon planétésimal plus tard et donc à moins d'aluminium 26. Et donc, si je réduis davantage l'aluminium 26, la production d'énergie sera de plus en plus faible dès le départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aluminium 26 dès le départ, et donc la montée en température se fait plus lentement et va atteindre un maximum qui est plus faible. Par exemple, au centre du corps, on ne va plus à cette température-là, mais on s'arrête à une température plus tôt. Après, pour mettre des chiffres, il faut vraiment résoudre les modèles thermiques et selon la temps de formation du corps, calculer quelle est sa température interne maximale. C'est ce qui a été fait plusieurs fois. Par exemple, ici, je cite un résultat de cet article de Vladimir Neumann et al. C'est plutôt un article de review. Et donc, ce diagramme montre la température maximale atteinte au centre d'un corps en fonction de sa taille et en fonction de quand il se forme par rapport au temps auquel ont condensé les CAI, donc le début du système solaire. Alors, la première chose à regarder est que, à part les objets très petits, seulement quelques kilomètres des rayons, ne chauffent jamais beaucoup. Donc, ils refroidissent très facilement, et donc, même s'ils se forment très vite, la température maximale n'est jamais très grande. Bon, c'est quand même des grandes températures, 500 ou 1000 Kelvin, mais ne sont pas des températures extrêmes. Mais une fois que le corps a quelques dizaines de kilomètres de taille, comme vous voyez, les couleurs ne dépendent pas de la taille des corps. Donc, la température au centre du corps devient presque indépendante de la taille du corps, pourvu que le corps ait une dimension de quelques dizaines de kilomètres. En revanche, la température au centre du corps dépend très nettement, vous voyez ces gradients, de quand le planétésimal s'est formé, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si le planétésimal se forme très tôt, il est bourré d'aluminium 26, donc il y a une grande production d'énergie. Si un planétésimal se forme très tard, la plupart de l'aluminium 26 est déjà morte au moment où le planétésimal se forme, donc il y a très peu d'aluminium 26 au sein du corps pour produire cette énergie. Alors je parle d'aluminium 26, il y a aussi d'autres éléments radioactifs, mais on sait que, vu les abondances, et vu les temps de décroissance, et vu les énergies relâchées, c'est l'aluminium 26 qui fait tout jusqu'à très tard. Après, bon, sur des temps très longs, on a d'autres éléments radioactifs qui peuvent contribuer, mais jamais autant pour amener un objet en fusion. Voilà, justement, si un objet se forme avant 2 millions d'années, au centre, la température peut monter à 1425 degrés, qui est la température à laquelle les silicates commencent à fondre. Donc, ils font au moins partiellement. Et donc, l'objet va perdre un peu sa texture originelle à cause de cette fusion partielle. Alors, on a vu dans le cours numéro 2, n'est-ce pas, qu'on a deux grosses catégories de météorites. On a les achondrites et les chondrites. Les achondrites sont issus du corps qui ont fondu au moins partiellement, et les chondrites sont issus des corps qui ont certes chauffé, mais pas autant de modifier leur pétrologie. Et donc, vu ces tableaux, ces diagrammes, ça veut dire que déjà ça nous donne l'information que la formation des planétésimaux a été un processus continu qui a couvert un intervalle de temps de quelques millions d'années pour avoir à la fois des objets confondus et à la fois des objets qui ont chauffé mais pas fondu. Donc il faut que le processus de formation des planétésimaux ait perduré pendant des millions d'années, qui est une durée de vie comparable à l'âge des disques. Mais on va être beaucoup plus quantitatif que ça dans les suites de l'exposé. Alors, si un objet chauffe suffisamment pour fondre suffisamment, il y a un processus qui s'appelle la différenciation.
C'est-à-dire, si on a suffisamment de silicates fondus et du fer fondu, vu que le fer est plus lourd que les silicates en termes de poids spécifiques, le fer va couler au centre de l'objet et les silicates vont rester plutôt sur la périphérie. C'est comme quand vous essayez de mettre ensemble l'huile et l'eau, l'huile est plus léger que l'eau, il reste à la surface et l'eau va en dessous. Et si vous mettez d'abord l'huile après l'eau, l'huile s'échange de position pour que l'eau aille plus en profondeur. C'est la même chose, et donc ce processus, c'est ce qu'on appelle le processus de différenciation, donc c'est la séparation mécanique entre les fers, métal et les silicates. Pour faire ça, il faut qu'il y ait une certaine quantité de fusion, donc en fait la différenciation rentre en jeu si la température, donc on a dit 1425 commence à dire la fusion des silicates, mais il faut atteindre une température d'environ 1750 degrés Kelvin pour vraiment avoir une ségrégation macroscopique du métal des silicates et donc une différenciation du planétésimal en quelque chose qui a un noyau de fer et un manteau de silicates, un peu comme on a vu pour Vesta, etc. Alors, on peut essayer de dater on a vu qu'on a des météorites de fer, hein, et les météorites de fer sont issus d'un noyau d'un objet, de plusieurs objets, parce qu'on a beaucoup corps parents de météorites de fer, qui ont subi ce processus. Et donc, quand on voit une météorite de fer, elle a été extraite du noyau métallique d'un planétésimal qui a différencié et qui a été explosé par les collisions. Donc, on peut essayer de dater plus précisément quand ces objets qui ont différencié ont différencié. Et pour ce faire, encore une fois, on utilise un chronomètre radioactif. Il y a un chronomètre en particulier qui est particulièrement adapté à cette tâche, qui est le chronomètre hafnium-tungstène. Donc, je vais essayer de vous expliquer la logique, qui est toute simple, et après, je vais vous montrer quelques applications quantitatives. Donc, il y a deux éléments ici en jeu. Un est l'hafnium, l'autre est le tungstène. Et l'hafnium est lithophile, le tungstène est sidérophile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les corps se différencient et il y a un noyau de fer qui se forme, le tungstène, qui est sidérophile, donc aime le fer, va migrer dans les noyaux et va quitter les manteaux. Pas entièrement, il y a toujours un peu de tungstène qui reste en arrière, et en fait, il y a une fonction qui s'appelle le coefficient de partage, qui va vous dire quelle fraction du tungstène migre dans les noyaux et quelle fraction du tungstène reste en arrière dans les manteaux. Ce coefficient de partage dépend de la pression, de la température, de la fugacité de l'oxygène, ça veut dire la disponibilité d'oxygène pour oxyder les fers, etc. Mais bon, peu importe à ce stade. Alors, les chronomètres se basent sur le fait qu'il y a plusieurs atomes de hafnium, plusieurs isotopes de l'hafnium. L'isotope principal, c'est l'hafnium 180, et qui est stable. Mais il y a un autre isotope, l'hafnium 182, qui lui décroît avec une demi-vie de 9 millions d'années en tungstène 182. Donc, si on attend suffisamment de temps, les atomes de hafnium 182, un après l'autre, deviennent du tungstène 182. Bien, alors maintenant, vous pouvez comprendre qu'il y a une très grande différence. Si mon planétésimal fabrique un noyau très vite, moi aussi, il fabrique un noyau très tard. Donc, regardons les deux cas extrêmes. Imaginons, mon planétésimal se forme et immédiatement, je fais un noyau. Okay. Avant que l'hafnium 182 ait une chance de décroître. Mais après, une fois que j'ai fait mon noyau, les tungstènes 184 migrent dans les noyaux et l'hafnium 182 commence à décroître en tungstène 182. Le résultat est que vous avez un grand rapport entre les tungstènes 182 et les tungstènes 184 dans les manteaux, parce que les 184 est parti dans les noyaux, et les 182 a été produit après, donc il n'a pas pu partir dans les noyaux, il a été fabriqué trop tard. Donc là, par exemple, vous avez un rapport de 5 à 1 entre le tungstène 182 et le tungstène 184 dans les manteaux. En revanche, les rapports 182 sur 184 dans les noyaux est très faible. Ici, c'est 0, parce que la migration du tungstène dans les noyaux s'est faite avant la production du tungstène 182. Regardons l'autre cas extrême, une formation tardive du noyau. Ça veut dire que cette fois, on a le temps que tout l'hafnium 182
se soit transformé en tungstène 182. Et puis, notre planétésimale nous fait le bon goût de faire un noyau. Et puis, donc, à la formation du noyau, les tungstènes migrent dans les noyaux et migrent dans les mêmes proportions qu'ils soient du 184 ou 182. Les résultats, ici, est que cette fois, vous avez un faible rapport entre les 182 et les 184 dans les manteaux. Maintenant, c'est 1,1. Avant, c'était 5,1. Et vous avez un plus grand rapport dans les noyaux. Maintenant, c'est 4,4. Avant, c'était 0. Okay. Donc, ça vous fait comprendre qu'on peut utiliser ces chronomètres pour distinguer une formation rapide du noyau d'une formation tardive du noyau. Évidemment, on peut raffiner le calcul pour être quantitatif et pas seulement qualitatif. Donc, voyons comment ça se passe. Donc, ici, encore une fois, un diagramme sans coordonnées, on mettra les chiffres après. Donc, on voit l'évolution du rapport 182 sur 184 pour les tungstènes en fonction du temps, à partir du moment du début du système solaire, donc quand les CAI se forment. Donc, pour un objet chondritique, donc, qui a les mêmes rapports hafnium sur tungstène du Soleil, qui est 1,23. Donc, on démarre avec la valeur initiale de ces rapports qu'il y avait au début du système solaire, et après, ces rapports augmentent, parce qu'il y a l'hafnium 182 qui décroît, et donc augmentent, et après, les rapports s'arrêtent, parce que tout l'hafnium 182 s'est transformé, et il n'y en a plus pour se transformer davantage. OK. Donc ça, c'est l'évolution qu'on s'attend dans un corps qui maintient son rapport hafnium sur tungstène, les rapports solaires, les rapports chondritiques. Mais maintenant, imaginez un objet qu'à un moment donné se différencie dans un noyau et dans un manteau. Alors, il se différencie après un certain temps. Donc, les rapports 182 sur 184 ont eu le temps de monter un peu. Puis, il y a la formation du noyau. Donc, les tungstènes migrent dans les noyaux et migrent et figent les rapports qu'il avait acquis à ce moment-là. Donc, les rapports dans les noyaux se figent aux valeurs que l'objet avait au moment où le cœur s'est formé. Les manteaux, maintenant, vont avoir un rapport hafnium sur tungstène beaucoup plus grand que les valeurs chondritiques, parce que le tungstène est parti en grosse partie dans les noyaux. Et donc, vu que ce rapport est beaucoup plus grand, maintenant, l'augmentation du rapport dans les manteaux est beaucoup plus rapide que dans un corps chondritique, et donc, il peut atteindre une valeur très élevée, une valeur finale dans les manteaux très élevée. Si l'objet se forme plus tard, donc, évidemment, il y aura davantage d'hafnium 182 qui a décru au moment de la formation du noyau. La valeur qui se fige dans les noyaux sera donc plus élevée, plus proche de la valeur chondritique. Et la quantité d'hafnium qui est encore vivante dans les manteaux au moment où j'établis ces grands rapports hafnium-tungstène sera moindre, et donc l'enrichissement en tungstène 182 dans les manteaux sera plus faible. Et si, au même moment, j'ai fait un autre planétésimal, mais je séquestre davantage du tungstène dans les noyaux, donc les manteaux vont avoir un rapport hafnium sur tungstène plus grand, disons des 40 au lieu de 20, pour dire. Alors, la quantité dans les noyaux sera toujours la même, c'est toujours la valeur atteinte à ce moment-là qui se fige dans les noyaux, mais dans les manteaux, vu que le rapport hafnium sur tungstène est plus grand, j'aurai, même si la différenciation a eu lieu au même moment, j'aurai un rapport 182 sur 184 qui est plus grand, la valeur finale dans les manteaux qui est plus grande. Donc voilà, ça c'est l'esprit avec lequel on peut dater la différenciation d'un corps, qu'on ait à disposition un échantillon de son noyau, une météorite de fer, ou un échantillon de son manteau. Alors pour les météorites, on a vu qu'on n'a pas beaucoup d'échantillons de manteaux, mais par exemple, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour la Terre et la Lune, pour laquelle l'accès aux échantillons du manteau sont possibles. Mais pour rendre ces schémas quantitatifs, il y a deux choses que vous devez connaître. La valeur initiale du rapport 182 sur 184 au début du système solaire et les rapports initiaux entre l'hafnium 182 et l'hafnium 180. Et pour ce faire, on se tourne vers les CAI, qui sont nos témoins du temps zéro du disque, vu que ce sont les premiers grains qui ont condensé dans les disques. Donc ici, on a une analyse faite par Burkhardt et al. 2008 de 4 CAI
Donc, on regarde différents minéraux à l'intérieur des CAI. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, on plotte sur l'axe des X les rapports entre l'hafnium 180, donc l'isotope stable de l'hafnium, et l'isotope stable du tungstène 184. Et ici, c'est la notation epsilon, donc ça veut dire c'est les rapports isotopiques 182 sur 184 dans l'échantillon par rapport au standard, qui est valeur terrestre, moins 1 fois 10 000. Donc, c'est des petites différences, mais bon, elles sont là. Donc, en gros, c'est la quantité de tungstène 182, l'excès de tungstène 182, et comme vous voyez, ça corrèle avec la quantité d'hafnium 180. Donc, c'est comme pour l'aluminium, ceci nous révèle qu'il y avait de l'hafnium 182 au prorata de l'hafnium 180, et la pente de cette ligne vous donne ces rapports, et ces rapports est 1, 10-4 pour ce CAI-là, 9, 10-5, 1, 10-4, 9,5, 10-5, donc c'est très, très proche, ce qui nous donne donc la valeur initiale de l'hafnium 182 par rapport à l'hafnium 180 au début du système solaire, qui est 9,72 plus ou moins 0,44, 10-5. L'intersection de cette ligne avec l'axe des Y vous dit la valeur initiale du rapport 182 sur 184 avant que l'hafnium décroît. Parce que l'intersection, c'est la valeur du rapport 182 sur 184 pour un échantillon qui n'a pas d'hafnium 180. Donc, s'il n'y a pas d'hafnium 180, il n'y a pas d'hafnium 182. Et donc, la valeur que je lis, c'est vraiment la valeur initiale avant toute contribution radiogénique par l'hafnium 182. Et là aussi, on trouve tout le temps les mêmes valeurs, moins 3 et quelques, et la moyenne est moins 3,28, 10 plus ou moins 0,12. Bon, maintenant, vous avez ces deux grandeurs qui caractérisent les débuts du système solaire, et donc ce diagramme peut devenir quantitatif. Et donc, selon les rapports que vous mesurez dans une météorite de fer, échantillon d'un noyau ou d'un échantillon du manteau, pour lequel vous pouvez mesurer les rapports hafnium sur tungstène, vous êtes capable de remonter au temps des différenciations. Et donc, évidemment, ceci a été appliqué à toutes les météorites de fer. Alors, ça a l'air facile à faire, c'est facile en logique, c'est difficile en réalité, parce qu'il y a une complication, que votre météorite a aussi voyagé dans l'espace, et votre météorite qui a voyagé dans l'espace a été bombardée par les rayons cosmiques, et les rayons cosmiques altèrent les isotopes, et en particulier peuvent faire disparaître, transformer des atomes de tungstène 182, et donc peuvent vous altérer les valeurs, les rapports 182 sur 184 par rapport aux vraies valeurs que l'objet aurait s'il n'avait pas été bombardé aux rayons cosmiques. Donc, ce que les cosmochimistes doivent faire est de faire des corrections pour l'exposition aux rayons cosmiques en regardant d'autres isotopes qui ont été altérés par les rayons cosmiques. Mais évidemment, chaque isotope est affecté par des rayons cosmiques d'une énergie différente, donc ce n'est pas si facile à faire. Et en fait, quand vous lisez la littérature, si vous trouvez des dates de différenciation différentes d'un article à l'autre, typiquement, ce n'est pas vraiment les mesures sur le rapport 182-184 qui changent, ce sont les corrections qui changent. Et il y a beaucoup de débats sur ces corrections, c'est très technique, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais donc sachez que quand vous trouvez des chiffres un peu différents, c'est souvent les corrections qui ont changé. Donc je fais référence à un tout dernier article par Spitzer et al., sorti cette année, et là, pour un grand nombre de météorites de fer, soit des météorites groupées, donc des météorites qui viennent tous, dont on a plusieurs échantillons du même noyau, du même corps parent, soit pour des météorites non groupées, donc qui chacune caractérise un corps parent différent, on l'a vu au cours numéro 2, vous avez l'âge de différenciation en millions d'années par rapport au temps de formation des CAI. Les couleurs, on les ignore, on les verra la fois prochaine, mais ce qu'il faut retenir est que ces âges de différenciation, grosso modo, vont du million d'années à 4 millions d'années. Voilà. Avec les barres d'erreur, peut-être on peut s'étendre près du 0 jusqu'à 5, mais bon, si on prend si on fait une moyenne, ça va plutôt de 1 à 4. Il y a des météorites de fer qui se sont différenciées beaucoup plus tard,
mais on pense que ces météorites ont été affectés par des impacts et la fusion n'était pas due à la décroissance des éléments radioactifs, de l'aluminium, mais plutôt à l'énergie injectée par un impact massif, donc on n'en parle pas. Les autres corps qui ont chauffé par radioactivité ont différencié entre 1 et 4 millions d'années. Après qu'on a cette information, il faut essayer de remonter à l'information qui nous intéresse davantage, qui est quand les corps s'est formé, parce qu'il faut du temps pour que les corps différencient. On a vu que dans un modèle réaliste, il faut du temps pour que la température monte et atteigne un maximum avant de redescendre. Donc l'âge de formation d'un corps parent n'est pas l'âge de sa différenciation, c'est certainement avant. Et pour les faire, donc, on fait recours à ces modèles thermiques, comme celui que je vous montrais au début. Là, c'est juste un morceau. Donc, là, on a 5 météorites de fer avec leur âge de différenciation. On peut, en regardant leur minéralogie, estimer à quelle température il y a eu cette séparation entre les métals et les silicates. Ça va dépendre du teneur en soufre, etc. Bon, des choses un peu techniques. Et donc, chaque météorite vous donne un point dans l'espace, temps et température. Et il faut évidemment que le planétésimal ait atteint cette température à ces temps-là. Okay. Et donc, vous utilisez votre modèle thermique pour déduire quand le planétésimal doit s'être formé pour avoir suffisamment d'aluminium-26 pour atteindre cette température à ces temps-là. Et donc, par exemple, dans ce modèle thermique de Kreuger et al., on trouve que cette météorite de fer, qui avait une température de 1300 degrés, s'est différenciée à 1300 degrés à 750 000 ans, doit s'être formée 100 000 ans après les CAI, donc se former très très vite dans les premiers 100 000 ans. Ces objets-là se sont formés plutôt sur les 300-400 000 ans. Et ces objets-là, pour arriver à cette température si tardivement, doivent s'être formés plus tard, vers 600 000 ans, 1 million d'années. Évidemment, si les âges de différenciation changent, par exemple, on prend les tout derniers âges que je vous ai montrés dans la slide précédente, en fait, vu que les corrections sont différentes, on pense en fait que ces objets-là ne se sont pas différenciés entre 500 000 ans et 1 million d'années et demie, mais se sont plutôt différenciés entre 1 million et 2 millions d'années. Donc ces données-là, un gros shift vers la droite. Les modèles thermiques sont toujours les mêmes, et donc ça veut dire que les premiers se sont plutôt formés à 300 000 ans plutôt qu'à 100 000 ans, et les derniers se sont plutôt formés à 600 000 ans. Ces objets-là n'ont pas trop bougé, donc leur temps de formation reste de l'ordre du million d'années. Il y a d'autres auteurs qui ont fait d'autres modèles thermiques, parce que chaque modèle thermique peut un peu différer des autres selon les suppositions faites. Donc ça, ceci, c'est le résultat d'un article de Kaminski et al. 2020, fait à l'Institut du physique du globe. C'est les mêmes données que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, c'est les courbes d'évolution thermique selon leur modèle, mais comme vous voyez, c'est à peu près des résultats analogues. La première, c'est une formation à 250 000 ans plutôt que 100 000 ans. Celui-là, c'est plutôt 500 000 ans, c'est la même chose qu'avant. Et là aussi, évidemment, si on change les données avec les corrections et on trouve que cette différenciation a eu lieu plus tard, ben vous lisez que les temps d'accrétion sont un peu plus tardifs, entre un demi-million d'années et la million d'années, exactement. Très, très comparable à ce qu'on a trouvé avec l'autre modèle. Donc, ce qui donne confiance à l'utilisation de ces modèles thermiques. Il y a des petites différences d'un modèle à l'autre, mais en gros, nous disent tous la même chose. Quand on a des météorites de fer, ils sont issus d'un noyau d'un planétésimal qui s'est formé nécessairement tôt. Il s'est formé dans la première million d'années, et certains même très tôt, dans les premiers quelques centaines de milliers d'années. Et donc, la formation des planétésimaux a démarré assez vite dès que le disque a commencé à condenser et former ses premiers grains, les CAI. Voilà. Mais on a aussi des chondrites, donc des objets qui sont issus des corps qui ne sont pas différenciés, et on a aussi des achondrites, des objets qui sont issus des corps plus ou moins partiellement différenciés. Donc, pour les achondrites, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, si on n'a pas vraiment un échantillon d'un manteau ou du noyau, on cherche à dater autre chose, faute d'infos. Donc, on cherche à dater, par exemple, la différenciation, la séparation chimique entre les manteaux et la croûte. On cherche à dater les cristallisations des roches, l'ordre des volatilisations, etc. Ce qu'on peut faire.
Et pour ce faire, on peut recourir à toute une série de systèmes isotopiques qui permettent des datations. Alors, les systèmes isotopiques se divisent en ceux qui donnent une âge absolu, parce que la décroissance radioactive est lente, et donc il y a encore l'isotope pair vivant aujourd'hui. On a vu en détail les chronomètres plomb-plomb pour dater l'âge des CAI à 4,568 milliards d'années, mais il y a aussi la décroissance du potassium 40 en argon 40, la décroissance du rubidium 87 en strontium 87. Et après, il y a des radioactivités à courte période, et donc c'est là les produits l'élément pair n'existait plus aujourd'hui, parce que le temps de décroissance est très court. Et donc celui-ci sont des chronomètres très utiles, parce qu'ils nous donnent à une très grande résolution sur les âges relatifs, mais ne peut pas nous donner des âges absolus. Donc pour remonter des âges absolus des âges relatifs aux âges absolus, on a besoin de certaines calibrations. Donc les systèmes radioactifs de choix sont l'aluminium-magnésium qu'on a déjà vu. Il y a le temps de décroissance 700 000 ans. Et là, la calibration se fait sur les CAI, parce que les CAI ont beaucoup d'aluminium, on sait quand ils se sont formés exactement. Et donc, si on a un âge relatif par rapport aux CAI, vu qu'on a l'âge de formation des CAI, on a l'âge de formation des autres objets. Les manganèses chrome, le manganèse 53 décroît en 3,7 millions d'années. Et il est particulièrement utilisé pour dater la séparation entre le réservoir qui donne origine au manteau et celui qui donne origine à la croûte. Il est calibré, par exemple, sur une angrite, donc c'est la croûte d'un planétésimal différencié, pour laquelle on a un bel isochrone à manganèse chrome. Donc ça, c'est l'excès à manganèse 53 qui est corrélé avec l'abondance de manganèse 55. Et donc, ça nous donne les rapports manganèse 53 sur 55 à ces moments-là. Et on sait que ce moment-là est 4,567 milliards d'années grâce à une datation plomb-plomb. Et donc, du coup, vu qu'on connaît les rapports 53 sur 55 à un âge donné, on peut utiliser ces rapports-là pour d'autres objets pour lesquels on n'a pas de datation absolue, pour avoir un âge absolu. Et pareil pour les chronomètres iode-xénon, il y a un temps de vie de 16 millions d'années, des demi-vies de 16 millions d'années, c'est calibré sur une chondrite en statique. Bon, donc on peut utiliser ce chronomètre, un exemple, pour les météorites HED qui vient de Vesta, on a vu. Donc on a une belle isochrone, c'est un manganèse chrome, donc on voit que l'excès de manganèse corrèle parfaitement avec la quantité de manganèse 55. Donc ça veut dire que initialement, il y avait un certain rapport manganèse 53 sur 55, et vu la calibration faite sur les angrites, ça veut dire que la croûte de Vesta s'est séparée de son manteau, donc a commencé à flotter sur les manteaux, s'est cristallisé après, mais la séparation chimique entre les matériaux du manteau et les matériaux de la croûte a eu lieu 2,2 millions d'années après les CAI, avec une certaine barre d'erreur d'un million d'années. Donc là aussi, on peut recourir à un modèle thermique. Un modèle thermique qui a été développé pour Vesta, montre la montée de la température à l'intérieur de Vesta en fonction du temps, selon les temps de formation de Vesta, évidemment. Si Vesta se forme très tôt, il est bourré d'aluminium 26, donc la montée de température se fait très vite. Et si Vesta se forme tard, il y a moins d'aluminium 26, la montée de température se forme tard. Donc la différenciation, la séparation de la croûte du manteau à 2,2 millions d'années nous indique que Vesta a fini de fondre donc à la surface à 2,2 millions d'années. Donc il ne faut pas que Vesta ait chauffé trop vite, parce que sinon la séparation entre la croûte et le manteau aurait eu lieu trop vite. Et donc on trouve un âge de formation de l'ordre du million d'années et demi. Voilà. Et comme vous voyez, donc, si Vesta s'était formé un tout petit peu plus tard, il arriverait à peine à la température des fusions et des différenciations. Et donc, on a vu lors du cours numéro 2 que finalement les noyaux de Vesta n'est pas si propre que ça. On avait regardé les anomalies gravitationnelles, donc ce qui suggère que Vesta n'a pas complètement séparé son fer des silicates. Et ça, c'est peut-être la raison. Il s'est vraiment formé à la dernière minute, quand il y avait encore suffisamment d'aluminium 26 pour fondre, mais un peu limite. Voilà.
et donc une formation vers les millions et demi d'années est peut-être une âge de formation pertinente pour Vesta. Les chondrites, pour les chondrites, c'est d'une certaine manière, c'est encore plus difficile, parce que les chondrites n'ont pas chauffé beaucoup, et la pétrologie originelle a été maintenue. L'accrétion d'une chondrite est une accrétion qui se fait à froid. Donc on a tous ces chondres, donc on a pu dater par aluminium 26, on a parlé la dernière fois, mais ces chondres, à un moment donné, forment un planétésimal, et l'accrétion est froide, ne libère pas beaucoup d'énergie. Si le planétésimal se forme suffisamment tardivement, il n'y a presque pas d'aluminium 26 qui reste, donc il ne va pas chauffer beaucoup, et donc c'est compliqué de dater ces objets-là. Donc on utilise pour ces objets-là des chronomètres qui impliquent des éléments très volatiles. Donc vous voyez comme les iodes xénon, les xénons c'est un gaz rare, l'argon, les potassium décroît en argon, un autre gaz rare, rubidium décroît en strontium, un autre élément volatile. Donc, parce que les chronomètres nous datent toujours les moments où l'élément père et l'élément fils se séparent. Okay. Et ils datent donc les moments à partir duquel tous les produits de l'élément père vont rester avec l'élément fils. Donc, pour les cas de l'hafnium tungstène, on l'a vu, c'est la formation du noyau. C'est là que les tungstènes se séparent de l'hafnium. Okay. Pour la formation de la croûte, c'est manganèse, chrome, c'est la formation de la croûte, c'est le moment où les manganèses et les chromes se séparent, l'un plutôt dans les noyaux, dans les manteaux, l'autre plutôt dans la croûte. Ici, on n'a aucune ségrégation du noyau, on n'a aucune ségrégation des croûtes, mais vu que la température monte quand même à des valeurs relativement considérables, ben, les gaz peuvent s'échapper, peuvent dégazer. Et en considérant la chimie de ces éléments, donc on établit une température à laquelle les chronomètres, les gaz n'est plus mobile. Et donc, ces chronomètres-là nous disent à quel moment les planétésimales ont atteint une certaine température. Donc, il faut croire un peu les cosmochimistes, mais ils savent le faire. Donc, par exemple, ici, on regarde une chondrite en statite EL, donc une chondrite en statite faible en fer. Et on utilise 3 chronomètres. Le premier chronomètre, iode xénon, est sensible à quand les planétésimales a refroidi en dessous des 1000 degrés, parce qu'avant, les xénons étaient mobiles, mais en dessous des 1000 degrés, il ne l'est plus. Le potassium argon nous dit quand les planétésimales a refroidi en dessous des 600 degrés, et le rubidium strontium nous dit quand les planétésimales a décru sa température en dessous des 400 degrés. Et après, on fait tourner les modèles thermiques pour voir quel type de planétésimale, quelle taille, à quelle profondeur et à quelle date les planétésimales doivent s'être formées pour pouvoir fitter cette décroissance de la température. Et ça, c'est un travail, par exemple, publié par Trielov et al. En Allemagne. Et donc, leur solution est un planétésimal de 100 km de rayon qui s'est formé à 2 millions d'années. Et les chondrites en statite à faible quantité de fer qu'on récolte aujourd'hui proviennent tous d'une profondeur de l'ordre d'une quinzaine, vingtaine de kilomètres. On peut faire le même exercice pour les chondrites ordinaires. Ici, par exemple, une chondrite ordinaire H, donc elle très riche en métal, très altérée thermiquement, une chondrite H6, donc on avait vu les classifications, 3 s'il n'y a pas eu beaucoup de métamorphisme thermique, 6 si le métamorphisme thermique a commencé à éroder un peu les chondres. Là aussi, on utilise différents chronomètres qui nous disent à quel moment les planétésimales a atteint une certaine température. Et après, on cherche à fitter par un modèle thermique. Ici, la meilleure solution est pour un planétésimal de 190 km de rayon qui s'est formé entre 1,2 et 2,1 millions d'années. Et les météorites sont extraites d'une profondeur de 23 km. Après, les météorites de type H viennent en différents types. Donc, il y a des H6 qui sont très altérés thermiquement, mais il y a aussi des H5, H4 qui sont moins altérés thermiquement. Si on prend par exemple une météorite H4, donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, et ça c'est très sympathique, on trouve que les modèles thermiques qui permettent de fitter les données, c'est un modèle qui implique toujours un planétésimal de 190 km, toujours qui se forme entre 1,8 et 2,1 millions d'années. Et la seule chose qui change est la profondeur à laquelle on extrait les roches. Ici, c'est 3,14 km, pi, faisait un souvenir, et là, c'est 23 km.
Mais c'est le même planétésimal, même taille, formé au même moment. Donc, ce n'est pas certain que ces deux météorites viennent du même planétésimal, mais le fait qu'on puisse reproduire les deux en partant du même objet, même taille, même temps de déformation, juste en regard à des profondeurs différentes, supporte l'idée que toutes les météorites H viennent du même planétésimal, et ce qui les différencie en termes d'évolution thermique, c'est juste la profondeur à partir de laquelle on a extrait ces météorites. Je vous rappelle que les astronomes maintenant ont conclu que les météorites H viennent de la famille des Coronis, qui a qui a explosé plusieurs fois, et donc on peut bien extraire matériel d'une certaine profondeur. On peut aussi se poser, avant de faire ça, les chondrites carbonés, parce qu'on a regardé on a regardé les chondrites ordinaires, les H, les chondrites en statite, EL, donc 8 des chondrites carbonés. Pour les chondrites carbonés, on fait exactement le même exercice. Là, c'est une météorite CR, là, il y a certains chronomètres qui nous disent certaines températures, un modèle thermique, et là, on conclut que cet objet doit s'être formé plutôt tard. Pas 2 millions d'années, 1,8 million d'années, comme les chondrites en statite et les chondrites ordinaires, mais beaucoup plus tard. 3,7 millions d'années, grosso modo. Et ce qui est assez logique, parce que quand on date les chondres des chondrites CR, on trouve une âge de 3,6 millions d'années. Évidemment, une chondrite ne peut pas s'être formée avant les chondres. Donc, si les modèles thermiques avaient donné une âge avant les chondres, on jette les modèles thermiques, évidemment, il y a quelque chose de faux. L'objet peut se former plus tard des chondres, mais pas avant les chondres. Et là, on trouve que, en fait, l'âge de formation de planétésimal est pratiquement contemporain à l'âge de formation de ces chondres, les gros chondres dont parlait Yves Marocchi, donc les chondres de deuxième génération, les petits chondres se sont formés avant. Mais donc, une âge de formation bien plus tardive que les chondrites ordinaires et chondrites en statite, grosso modo 2 millions d'années plus tard. Et si on prend une météorite SEM, notre chondrite carbonée, là aussi on peut dater, cette fois on date cette météorite qui est très altérée par l'eau, donc on peut dater l'âge de cette altération aqueuse qui a formé des carbonates, on interagit avec la matière organique pour former des carbonates, en particulier il y a deux types de carbonates, la calcite qui se forme plutôt à 300 degrés Kelvin, la dolomite à 400 degrés, et donc on peut dater ces altérations à ces dates-là en utilisant les chronomètres. Et ensuite, donc, modèle thermique, on cherche à comprendre à quel moment les planétésimales doivent s'être formées pour atteindre une température de 400 degrés à ces moments-là, à 4, 5, 6, 3 milliards d'années. Et on trouve que ce planétésimal doit s'être formé à peu près 3,5 millions d'années après les CAI. Entre 3 et 3,5 millions d'années après les CAI, selon cet article. Donc, peut-être un peu plus tôt que les corps parents des chondrites CR, mais quand même assez tardivement et bien plus tard que les corps parents des chondrites ordinaires et les corps parents des chondrites en statite. Donc, on peut, par cette analyse, conclure que les corps parents des chondrites carbonés se sont formés plus tard que les corps parents des chondrites non carbonés, et on y reviendra là-dessus la prochaine fois. On peut aussi s'interroger sur comment les corps se forment, parce qu'on donne une âge de formation, mais est-ce qu'un corps se forme instantanément ou est-ce qu'un corps se forme graduellement? C'est une question. Bon, après, on a des modèles qui peuvent privilégier un modèle ou l'autre, mais sans rien savoir, c'est quelque chose qu'on voudrait savoir. Et les modèles thermiques peuvent discriminer, parce que si un objet se forme instantanément, ben, il se forme instantanément avec son bagage d'aluminium-26. Si par contre, il se forme graduellement, il est encore en train de grandir pendant que l'aluminium-26 décroît. Donc, il y a des morceaux du planétésimal qui avaient beaucoup d'aluminium-26, d'autres morceaux du planétésimal qui avaient moins d'aluminium-26 au moment de l'accrétion. Et en plus, quand ils ont été accrétés, ces matériaux ont été froids, donc ont contribué au refroidissement des corps. Donc, on peut tenir compte de ça dans les modèles thermiques et essayer de regarder ce qui colle mieux avec les données. Donc, par exemple, ceci a été fait dans cet article inquiétal, celui qui datait les chondrites ordinaires de type H. Et là, donc on reprend notre chondrite météorite Sainte Marguerite, et les auteurs trouvent qu'un modèle d'accrétion instantanée à 1,85 million d'années pour un planétésimal de 190 km permet de fitter parfaitement les données si la météorite est extraite de 3 km de profondeur.
Mais si on suppose que les planétésimales se formaient graduellement, disons entre 1,5 et 3,5 millions d'années, ben rien ne fit les données. Qu'on soit à une profondeur plus grande, une profondeur moindre, etc., donc un planétésimal plus gros, un planétésimal plus petit, ils ont tout essayé, ils ont été toujours incapables d'effiter les données. Donc, eux, ils concluent que les méthylcorparents des chondrites H, en particulier, s'est formé plutôt instantanément. Peut-être pas exactement tout au même moment, mais pas une formation protractée sur les millions d'années. Et c'est une information importante à avoir. OK, il y a eu des résultats contrastants. Par exemple, il y a eu un article 2022, il s'est réalisé ici à l'Institut de physique du globe, où les auteurs, Sturz et al., ont considéré une achondrite. C'est une achondrite très intéressante, elle s'appelle ERG-SHESH 002, a été découverte relativement récemment. C'est une achondrite partiellement fondue, elle a été fondue à 25% à peu près, à 1200 degrés centigrades. Et cette fusion partielle a été datée autour de 1 million d'années et demi, avec une barre d'erreur entre 0,95 et 2,2 millions d'années. En fait, c'est la première, l'achondrite la plus ancienne qu'on connaît, donc le corps qui a évolué plus tôt. Donc, les auteurs se demandent, disent, bon, OK, donc si cette météorite a fondu à ce moment-là, certainement les planétésimales s'est formé plus tôt, donc s'est formé relativement tôt. Et donc, ils s'interrogent, ils disent, si c'est formé très tôt, il devrait avoir complètement fondu. Et donc, vu qu'il n'a pas complètement fondu, eux se disent, peut-être c'est la preuve que cet objet a grandi lentement en accrétant de la nouvelle matière froide qui l'a refroidi, ce qui explique sa fonte partielle. Et donc, on a développé des modèles, on considérait différentes lois de croissance du rayon de l'objet. Donc là, j'ai paramétrisé par 2 paramètres, les temps d'accrétion et bêta. Là, je vous trace 3 courbes des croissances du rayon selon 3 valeurs différentes du couple bêta T accrétion pour avoir une idée. Et ils ont fait évoluer un modèle thermique pour voir quelle valeur des bêta et T accrétion satisfont les données. Donc une fusion partielle, seulement partielle, à 1,4 million d'années. Et eux, ils trouvent que voilà, les jeux de paramètres bêta et T accrétion doivent être compris dans ces triangles. Donc là, les 3 étoiles vertes, bleues et mauves correspondent à ces 3 lois de croissance que je vous ai illustrées à gauche. Donc dans les 3 cas de figure, là peut-être c'est une accrétion relativement rapide, mais les 2 autres, c'est une accrétion relativement lente. Et donc, il conclut que cette météorite est une évidence, une preuve que dans certains cas, les planétésimaux ne se forment pas instantanément, mais se forment graduellement. Seulement que, donc voilà, j'étais intrigué par cet article quand j'ai préparé ces cours, parce que, évidemment, la conclusion est complètement orthogonale à celle qu'on vient de voir pour les chondrites. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y a un paramètre qui n'est jamais varié, c'est le temps initial de la croissance, qui est fixé à 0, temps de CAI. Donc, du coup, je contactais les auteurs, qui sont des amis, et j'ai dit, est-ce que vous pouvez faire tourner les modèles en faisant commencer à croître les planétésimales plus tard, non pas au temps 0, mais plus tard. Et donc, Angela Limar, très gentiment, a fait tourner le modèle. Donc, ça, c'est le modèle initial publié dans l'article, où les planétésimales commencent à se former à 0, au même temps que les CAI, et grandit doucement. Mais ça, c'est le modèle si on dit que le planétésimal a commencé à croître à 200 000 ans, et ça, c'est dit que le planétésimal a commencé à croître à 400 000 ans. Et vous voyez que la région admissible pour avoir une différenciation partielle à 1,4 million devient de plus en plus petite et se concentre vers des valeurs T accrétion de 0 et bêta très court. Donc, ça veut dire en fait que si cette planétésimale n'a pas commencé à se former tout de suite, mais s'est formée avec un peu de retard, l'accrétion instantanée redevient possible. Donc, je pense personnellement que cette météorite n'est pas vraiment une preuve que les planétésimaux se forment graduellement, mais aussi compatible avec une accrétion instantanée des planétésimaux. Et ce qui sera important pour discuter les théories des formations, c'est qu'on verra dans 2 semaines. Après, j'ai pris un peu les données de littérature que j'ai trouvées. Donc, ce n'est peut-être pas une recherche complètement exhaustive, mais pour vous représenter un peu, parce qu'on a vu un peu de différents âges, très tôt, très tard, etc., pour avoir une vision d'ensemble. Et ce qui en ressort, donc, c'est une séparation.
Disons clairement, les corps parents des météorites de fer se forment dans les premiers millions d'années. Certains peut-être dans les premiers quelques centaines de milliers d'années, mais jusqu'à un million d'années, il y a en gros un continuum des âges de formation jusqu'à peu près la million d'années. Si on passe aux chondrites, ben clairement c'est plus tard. C'est au moins 1,5 million d'années, voire 2. Et la formation des chondrites se protracte jusqu'à 4 millions d'années, on l'a vu avec les chondrites CM et CV. Et on voit que les chondrites carbonés se font plutôt tard, donc plutôt vers les 3-4 millions d'années, 2 millions d'années et demi peut-être. Les chondrites non carbonés, comme les chondrites ordinaires en statite, plutôt tôt, plutôt vers les 2 millions d'années. Donc là, c'est plutôt les chondrites non carbonés, là, c'est plutôt les chondrites carbonés. Et après, ben, on se voit qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui se forme entre les millions et les 2 millions. Voilà. Alors, bon, évidemment, il y a des biais d'échantillonnage, etc. Il y a ces fameux achondrites qui, donc, est-ce qu'il y a eu une pause de la formation des planétésimaux? Peut-être, je sais que les datations semblent suggérer. Il y a un bémol quand même, les corps parents des achondrites sont les plus difficiles à déterminer. On a vu par exemple pour Vesta, bon, cette datation qui semblerait indiquer 1,5 million d'années. Donc peut-être il y a quand même quelque chose qui s'est formé entre les deux. Mais voilà, c'est clair que les chondrites se font plus tard, les météorites de fer se font plus tôt, et il y a une séparation entre les deux, peut-être remplie par certains achondrites, peut-être pas, c'est pas très clair. Donc l'existence d'une pause est quelque chose qu'on peut mettre sur la table, et on verra ce que les modèles suggèrent. Est-ce qu'une pause dans l'accrétion des corps est quelque chose de complètement inconcevable, ou au contraire quelque chose auquel on pourrait s'attendre. Et donc voilà, pour conclure ma partie du cours d'aujourd'hui, c'est le résumé habituel. Donc, au début de la formation du système solaire, lors de la formation de la condensation des CAI, il y avait une quantité considérable d'aluminium-26. Sa décroissance a été l'agent principal pour chauffer les planétésimaux. Les planétésimaux qui se sont formés tôt étaient riches en aluminium-26, ont beaucoup chauffé, ont fondu, se sont même différenciés. Et effectivement, donc, par contre, les chondrites qui n'ont pas chauffé beaucoup, ne sont pas différenciés, ils doivent se former beaucoup plus tard. Donc déjà, le fait qu'on ait aussi bien des météorites de fer que des chondrites nous dit que les planétésimaux ne se sont pas formés tous au même moment. Certains se sont formés très tôt, avant les millions d'années, certains très tard. Et après, on peut faire des datations particulières. Donc les météorites, corps parents météorites de fer se forment dans la première million d'années. Les corps parents des chondrites se forment entre 2 et 4 millions d'années. Disons d'abord les chondrites non carbonés, ensuite les chondrites carbonés. Il y a eu peut-être une pause entre les deux, peut-être les achondrites se sont formés vers les millions d'années et demie, donc il n'y a pas vraiment de pause dans la formation des objets. Donc voilà, je m'arrête ici, on peut faire la pause. Et ensuite, on aura un séminaire, je vous introduirai Clara Morel, qui va nous parler de notre particularité des météorites, encore une autre contrainte que les météorites nous donnent, par les biais du champ magnétique qu'ils ont enregistré. C'est toute la branche de la science qui est le paléomagnétisme, et ce qui nous renseignera sur la vie du disque du système solaire spécifique. On a une idée de combien durent les disques en regardant les disques autour des autres étoiles, mais on ne sait pas a priori combien a duré notre disque à nous, mais les données paléomagnétiques nous le diront. Et aussi, il va nous montrer l'existence de certains objets un peu hybrides entre les planétésimaux différenciés et les planétésimaux non différenciés. Et bon, 10 minutes de pause avant le séminaire. Merci.